La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici les principales articulations. Ouverture ce jeudi à Lomé en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou de la 10e conférence des présidents d'assemblée de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les différentes délégations vont aborder, entre autres, la coopération interparlementaire entre les États membres et la migration en Afrique. Et le Premier ministre Komi Selom Klassou a lancé au nom du chef de l'État également aujourd'hui les 4e assises du réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du centre Wakren. Les différents experts vont revisiter l'importance d'éthique dans l'éducation et la recherche en misant sur les potentialités. Et puis, le Togo s'impose déjà sur le marché international du karité. Notre pays est officiellement membre de l'Alliance globale du karité à l'issue de la conférence mondiale annuelle du produit, la 11e du genre. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Et nous ouvrons cette édition avec ce communiqué du gouvernement. Le campus universitaire de Lomé a été, ces derniers jours, le théâtre de mouvements et d'agitation qui interpellent et préoccupent fortement le gouvernement. Face à ces événements, le gouvernement a demandé à la présidence de l'université de Lomé des explications et une mise au point circonstanciée concernant les faits à l'origine de la situation. Sur la base des informations obtenues, il ressort que, suite à des plaintes et dénonciations répétées alléguant de pratiques frauduleuses dans le report des notes d'examen comptant pour l'année universitaire 2016-2017, les services compétents de la gendarmerie nationale ont été habilités par les autorités universitaires et des canals de la faculté des sciences de la santé FSS afin de mener des investigations appropriées. Ainsi, les services de la gendarmerie nationale ont entrepris des investigations ayant conduit à la convocation suivie de la garde à vue du professeur agrégé Iou Wateba Majesté, premier vice-doyen de la faculté des sciences de la santé, et de 2 étudiants de la dite faculté, mademoiselle Tamekloué Amoudi Léontine et monsieur Dossé Foli Yann Cédric. C'est dans ce contexte que des organisations syndicales se sont emparées de ce dossier comme principale revendication pour lancer des appels à des mouvements de grève et de contestation sociale, en l'occurrence dans les hôpitaux et centres de santé. En attendant l'issue des investigations en cours, les personnes en garde à vue pour les besoins de l'enquête ont été remises en liberté provisoire le lundi 12 mars 2018. Le gouvernement déplore profondément les amalgames et les velléités d'instrumentalisation de cette affaire dont il est manifeste qu'elle n'a aucun lien avec des considérations politiques.
Dans ce contexte, le gouvernement invite tous les acteurs à la retenue afin que les investigations puissent se poursuivre dans la sérénité, dans le respect de la présomption d'innocence et le souci primordial de recherche de la vérité. En définitive, le gouvernement continuera de suivre attentivement cette affaire qui relève essentiellement du domaine académique, mais qui nécessite que toute la lumière soit faite afin de préserver la crédibilité et l'image de la FSS et de l'institution universitaire. Fête à Lomé le 15 mars 2018, le gouvernement. Je vous le disais en titre, Lomé abrite depuis ce jeudi la 10e conférence des présidents d'Assemblée Région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Le temps est officiellement donné à la rencontre ce matin par le premier vice-président de l'institution, l'ivoirien Guillaume Soro. C'était en présence des membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Commissaire Classou. Il faut noter que 16 pays d'Afrique ont répondu à cette invitation de Dama Dramani, président de l'Assemblée nationale togolaise. Et deux grands sujets sont au menu de cette conférence. Il s'agit notamment du phénomène de migration en Afrique et l'ouverture de l'institution à la société civile africaine. Des précisions avec Pierre Soussoupo. 16 pays membres de l'Assemblée parlementaire francophone à Lomé pour faire converger leurs réflexions sur un sujet qui gangrène le continent noir, l'immigration. L'actualité autour de la thématique ces derniers temps donne tout le sens à leur engagement. La section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone veut passer aux actes concrets. Autour de Dama Dramani, ses collègues des pays membres et le premier vice-président de l'institution. La cérémonie se déroule en présence du chef du gouvernement, Commissaire Lom Classou. Comme un seul parlement, ils veulent conjuguer leurs énergies pour asseoir des mécanismes à même de renverser le phénomène migratoire et ses corollaires en Afrique. Le comité préparatoire de cette rencontre se félicite déjà de la promptitude des pays présents. Ils vont plancher sur les sujets avec beaucoup de responsabilité et de franchise. Dama Dramani s'y engage, tout comme ses pairs ici présents. À ces derniers, le président de l'Assemblée nationale togolaise va leur transmettre les mots de bienvenue du chef de l'État Faure Gnassingbé avant de rassurer que la thématique sera abordée dans une perspective parlementaire. L'Assemblée nationale du Togo est particulièrement heureuse. La section togolaise de l'APF est singulièrement heureuse encore de vous accueillir à Lomé avec la joie et la fierté de l'honneur fait à notre pays pour abriter la 10e conférence des présidents de l'Assemblée et de section de l'APF Région Afrique. Nous y voyons également une marque de confiance et de considération à l'endroit du peuple togolais et de ses dirigeants. Nous vous en remercions infiniment. Je voudrais ici, au nom de la représentation nationale, adresser mes vifs remerciements et ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure et Président Gnassingbé, qui, une fois informé du choix de Lomé pour abriter cette conférence, nous a accordé toute l'attention que l'événement mérite, qui nous a apporté son ferme soutien et mis à notre disposition toutes les facilités
sa réussite. J'associe à ces remerciements, Monsieur le Premier ministre, naturellement, pour l'accompagnement multiforme que le gouvernement a bien voulu accepter d'apporter à l'organisation de notre rencontre, notamment à travers les ministères en charge des transports et de la sécurité. Nous voici réunis pour jeter un regard sur une question d'actualité, migration et développement, un sujet complexe dont la sensibilité s'est imposée à tous les acteurs, qu'ils soient gouvernementaux, parlementaires et de la société civile. Le débat parlementaire sur le phénomène de la migration aura atteint son objectif si des propositions réalistes et des recommandations idoines sont faites aux organes publics compétents, aux organismes nationaux ou internationaux spécialisés pour la mise en place d'une politique migratoire à visage humain, intégrée dans les processus nationaux, bilatéraux ou internationaux de développement. Je suis convaincu qu'à Lomé, nos débats iront au-delà du discours ambiant actuel sur la question, pour une meilleure prise de conscience du phénomène migratoire dans nos pays respectifs, ses origines, ses causes, ses caractéristiques, ses conséquences positives ou négatives sur le développement. C'est un engagement de haut niveau. Et du haut de cette tribune, Guillaume Soro parle des urgences des actions collectives à mener. Elles seront de nature à décourager tout jeune qui sera tenté de céder aux sirènes des passeurs. Monsieur le Président, chers collègues, notre conférence se tient dans un contexte particulier. L'Afrique fait face à de nombreuses crises, les unes aussi préoccupantes que les autres, mais celle qui a fait, comme on dit, couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers mois est incontestablement la crise migratoire sans précédent qui nous affecte et qui se manifeste par la détermination d'un nombre non négligeable de nos concitoyens à émigrer vers les pays du Nord au péril de leur vie. Pouvons-nous nous taire indéfiniment sur des sujets aussi graves et qui concernent la vie de nos concitoyens? Nous avons tous vu en effet les images provenant de la Libye et mettant en scène l'esclavage de jeunes ressortissants de notre région. Ces images montraient des migrants africains entassés dans des centres de détention, battus, humiliés, puis vendus aux enchères comme au temps jadis. L'opinion publique africaine s'est sentie blessée, humiliée, tandis que le monde venait de découvrir une autre facette du drame qui se joue dans ce pays. Mais au-delà de l'émotion et de l'indignation, il faut une réponse, car l'inaction dans ce contexte serait, à mon avis, une grave faute. L'autre sujet à l'ordre du jour de cette conférence, c'est bien l'ouverture du Parlement à la société civile. Les membres des pays appartenant à l'Assemblée parlementaire francophone le souhaitent de tout leur vue. Cela pour que tous les citoyens du continent puissent participer au processus de développement de l'Afrique. Et à leur arrivée à Lomé hier soir, ces différentes délégations ont été conviées à un cocktail dînatoire par le président de l'Assemblée nationale togolaise, Dama Dramani. Le compte rendu de la soirée avec Augustin Kossi. Des présidents d'assemblée et de session région Afrique de l'Assemblée des parlementaires francophones
réunis autour d'un cocktail, signe de convivialité et d'accueil. Le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, souhaite la bienvenue à ces pairs francophones présents à Lomé pour leur 10e conférence. Et comme le moment s'y prête bien, pour leur dire bonne arrivée. Bienvenue au Togo. Je sais que vous avez fait l'effort d'être là parce que vous aimez le Togo. C'est le même sentiment qui anime tous mes collègues qui sont là. Et pour que l'assistance sache combien nous sommes réconfortés par la présence massive des présidents d'Assemblée, soyez les bienvenus à Lomé. Lomé, capitale du Togo, est toute heureuse donc de vous accueillir. Le cocktail de bienvenue de ce soir est une indication, tout simplement pour vous souhaiter bienvenue et bon séjour. Au nom de toutes les délégations, le président du Parlement guinéen, Kori Claude Kondiana, a salué cette démarche de renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les parlements francophones région Afrique. Il s'est réjoui du sens d'accueil du peuple togolais et a salué l'engagement des plus hautes autorités du Togo à hisser Lomé au rang des villes de référence en Afrique. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous revenons dans cette belle capitale de ce beau pays qui est appelé à devenir la Suisse de l'Afrique. Lorsque je suis revenu l'année dernière et que j'ai vu le progrès qui a été réalisé pour faire de Lomé cette belle capitale, lorsque j'ai vu l'aéroport international développé, organisé, qui attire la plupart des plus grandes compagnies africaines aujourd'hui, et lorsque j'ai pris connaissance des éléments d'information du port de Lomé qui est, il faut l'avouer, aujourd'hui devenu certainement le port le plus attractif de la sous-région. J'ai été très fortement impressionné et je crois que mes collègues ressentent les mêmes sentiments que moi. Le décor est ainsi planté pour que la 10e conférence des présidents d'Assemblée et de session région Afrique de l'Assemblée des parlementaires francophones accouche de bonnes résolutions vis-à-vis des défis et enjeux dans l'espace communautaire. Et puis sachez que le réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du centre Wakren tient depuis ce matin à Lomé sa 4e conférence annuelle. Le thème retenu pour ce rendez-vous de haut niveau qui met l'éthique au centre de l'éducation et de la recherche est libérer les potentiels. Et c'est le chef du gouvernement, commissaire Classou, qui a au nom du président de la République procédé au lancement officiel du réseau Wakren qui va interconnecter les différents réseaux nationaux des États membres. Nous reviendrons sur l'ouverture officielle de cette conférence du Wakren dans le courant de cette édition. Et enseignement au supérieur, toujours un institut vient de voir le jour à l'université de Kara. Il s'agit de l'ISMA. Entendez, Institut supérieur des métiers de l'agriculture. Ces activités pédagogiques ont été officiellement lancées il y a quelques jours. L'ISMA vient en réponse à la création d'emplois dans le secteur agricole. Nestor Mozo a assisté à la cérémonie de lancement de l'ISMA. Voici son reportage depuis Kara. Une université au service de sa communauté. Un credo de l'université de Kara depuis l'adoption de son plan stratégique décennal de développement 2014-2024. Les pas que cette institution pose à partir de ce plan illustrent bien cette volonté.
après le démarrage en novembre 2016 des activités de la formation en licence professionnelle, en planification et suivi évaluation programme de développement local. Ce sont les activités pédagogiques de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture qui sont mises sur les rails. L'ISMA va produire des diplômés en agrobusiness, management et marketing agricole, des hommes et femmes qui seront des créateurs d'emplois et non demandeurs d'emploi. On aura les licences professionnelles, ça veut dire 3 ans. Et pendant ces 3 ans, l'étudiant sort avec un diplôme. Et ensuite, avec un projet bancable. Ça veut dire qu'on suit l'étudiant à ce qu'il développe son entreprise. Pendant les 3 ans, l'étudiant doit pouvoir dire à la fin de ces 3 années, oui, j'ai suivi ma formation, je m'en vais m'installer. Et non, j'ai fini ma formation, papa, il faut aller au ministère demander de l'emploi pour moi. Le master, c'est 2 ans. Donc, par exemple, la première promotion que nous avons actuellement, elle fera 2 ans. Et elle, quand elle finit, elle doit pouvoir créer une entreprise agricole qu'elle doit pouvoir gérer et recruter les gens pour y travailler. Pour que l'Université de Kara soit un véritable acteur de développement, ses offres de formation doivent tenir compte des potentialités d'emploi dans son environnement immédiat. Le fait qu'elle se situe dans un bassin agricole qui a d'ailleurs été retenu comme un agropole est une véritable aubaine. L'Université de Kara se positionne donc comme centre de formation à travers l'Institut pour coopérer avec cet agropole afin non seulement de fournir des cadres, mais aussi d'offrir des opportunités de formation à ceux qui sont des porteurs de projets. Donc, de ce point de vue, l'université, en mettant l'Institut, tient véritablement à cesser un tant soit peu de former des diplômés qui se cherchent difficilement en matière d'insertion professionnelle. C'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a procédé au lancement des activités de l'ISMA de l'Université de Kara. Kofi Agbenotor a souligné qu'en se proposant d'offrir une formation dans les métiers agricoles afin d'avoir une agriculture moderne et productive, l'objectif affiché par l'Université de Kara est de révolutionner le système de formation au Togo de sorte à permettre à la jeunesse de cultiver l'excellence, la compétitivité, d'affronter les énormes défis auxquels elle fait face et de répondre aux besoins du marché tout en comblant les attentes du gouvernement et des populations. Et puis cette bonne nouvelle à présent, le Togo pourrait abriter la prochaine conférence mondiale du Karité. Le pays est désormais membre de l'Alliance globale du Karité, AGK. Une semaine après le lancement officiel de sa filière Karité, notre pays a fait son entrée officielle dans le concert des pays producteurs de cette noix qui connaît une forte demande sur le marché international. L'admission du Togo à l'AGK a été enregistrée durant la 11e conférence mondiale annuelle du Karité qui s'est tenue du 12 au 15 mars 2018 à Abuja, au Nigeria. Le reportage est signé Gérard Lagoudou. En Afrique, le Karité occupe plus de 3 millions de femmes. Une force économique à laquelle les acteurs mondiaux veulent garantir une meilleure rentabilité. Ambition nourrie à l'occasion de cette 11e conférence mondiale annuelle tenue à Abuja, capitale nigériane. Représentants des pays producteurs, acteurs de la filière Karité, financiers et industriels échangent sur ce secteur en plein essor. Quelques jours après le lancement officiel de sa filière, le Togo a fait son entrée officielle dans l'Alliance globale du Karité. Une position de satisfaction
joie d'être venu parmi les pays producteurs de qualité. Aujourd'hui, nous sommes revenus à Abuja comme pays producteur de qualité, avec tout ce que nous avons comme produit de qualité. Et je crois que c'est un bon départ. Ça a été un ouf de soulagement pour nous. Et la place du Togo est bien là, dans le monde des pays producteurs de qualité. Et on ne peut que en féliciter et demander à nos acteurs togolais que le train est là et qu'ils viennent ensemble. On fera de la filière, vraiment la filière des demain. Classé 7e pays producteur du karité en Afrique, le Togo, à travers cette adhésion à l'Alliance globale, s'inscrit dans la rentabilité de ce secteur qui emploie des milliers de femmes. Les exportations ces dernières années sont passées de 50 000 tonnes à plus de 350 000 tonnes. Une croissance due à la forte demande du karité sur les marchés mondiaux de l'alimentation et du cosmétique. Le Togo veut s'inspirer de l'expérience d'autres pays de la sous-région ouest africaine pour redynamiser le secteur et partant promouvoir l'autonomisation de la femme. Le karité label Togo et ses dérivés, on fait une entrée triomphale à la 11e conférence mondiale du karité. C'est avec bras ouverts que tous ces membres du karité mondial ont accepté le Togo. Et c'est avec beaucoup de fierté d'ailleurs que nous faisons notre rentrée dans le concert des pays producteurs de karité. Et aussi montrer aussi le savoir-faire du Togo en ce qui concerne le karité, le beurre de karité label Togo, mais aussi les dérivés. Les exportations génèrent plus de 200 millions de dollars, soit 100 milliards de francs CFA de revenus directs et indirects pour les communautés productrices de karité. La conférence de cette année a mis en exergue les nouvelles opportunités de marché, la réduction des barrières commerciales pour favoriser la valeur ajoutée au niveau local. Une rencontre sur la consolidation des outils techniques de planification et de suivi et évaluation des projets environnementaux s'est ouverte depuis hier à Lomé. Prévue pour 3 jours, ces assises ont pour objectif d'améliorer la planification opérationnelle et permettre au ministère en charge de l'environnement de répondre aux préoccupations de la population en matière d'environnement et de ressources forestières. Les précisions avec Fafa d'Almeida et Patrice Bocan. Ils sont des directeurs, chefs de projet et de programme, des institutions rattachées, des points focaux du ministère de l'Environnement à respecter une fois encore la tradition, celle de se retrouver en vue d'harmoniser, consolider et planifier le plan de travail et de budget annuel, le tableau de bord annuel des indications et les différents outils de suivi de l'année 2018. Nous essayons au cours de cet exercice de créer des synergies entre les différentes interventions du département pour l'atteinte des objectifs. En même temps, nous élaborons les outils qui vont nous permettre au cours de l'année de suivre l'atteinte à chaque étape, l'atteinte des résultats et d'apporter des mesures de correction lorsque cela est nécessaire. Et aussi, ça contribue à la rédébabilité et de la mise en œuvre des politiques du gouvernement. Une mission très importante pour permettre au ministère de l'Environnement de développer des visions qui intègrent les priorités contenues dans le programme social du chef de l'État pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. À terme, les outils formulés vont permettre d'éviter la duplication des actions en favorisant leur complémentarité dans les différentes structures du dit ministère. Et
le ministère en charge de l'environnement justement organise depuis ce jeudi à Lomé une rencontre de validation du programme pays du Fonds vert pour le climat. L'objectif est d'amener le Togo à présenter un document qui réponde aux critères d'éligibilité et l'amener ainsi à accroître ses chances de mobilisation de fonds pour le financement des activités de protection de l'environnement et de lutte efficace contre les changements climatiques. Les précisions avec Samuel Degbe et Yata Aratem. Le phénomène du changement climatique est bien connu et vécu par tous et les conséquences néfastes qui en résultent n'épargnent aucun pays. Et pour financer des actions contre le changement climatique, il a été créé en 2010 le Fonds vert pour le climat. Le Togo s'active pour en bénéficier. En témoigne cette rencontre du programme pays du Fonds vert pour le climat devant servir de cadre stratégique d'interaction entre le Fonds vert et le Togo. On a utilisé l'environnement comme toile de fond. Alors donc, automatiquement, à ce moment-là, les problématiques sont présentées sous cet angle-là et devraient rejoindre plus directement les préoccupations du Fonds vert. Donc, normalement, offrir une ouverture plus facile pour le financement. Également auprès des partenaires techniques et financiers, bien sûr. Ce document présente des domaines d'investissement climatique pour une période de 10 ans. Il permet de disposer d'un portefeuille de projets prêt à être soumis au fonds pour financement. C'est un carrefour finalement, on pourrait le qualifier comme ça, qui présente 5 grands chantiers d'intervention ou sous-programmes, si vous voulez, pour lutter contre les changements climatiques en termes d'adaptation et 4 grands sous-programmes ou chantiers pour faire face à toutes les problématiques d'atténuation dans le pays. Tel qu'établi, l'horizon de programmation retenu est 2030. Les investissements sont estimés à plus de 1,5 milliard de dollars US et à l'échelle du programme pays, cela représente une moyenne annuelle de plus de 120 millions de dollars à investir dans la lutte contre les changements climatiques. La Banque islamique de développement réaffirme sa disponibilité à accompagner et à soutenir davantage notre pays dans ses efforts de développement économique partagé et inclusif. Elle vient de mettre à la disposition du Togo une bagatelle de plus de 11 milliards de francs CFA. L'accord a été signé hier à Jeddah, en Arabie Saoudite. Joseph Amégan pour des précisions. Les ministres Sani Yaya de l'économie et des finances et Nissao, Union Femme des infrastructures et des transports, ont eu ce jour une séance de travail à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec le président de la Banque islamique de développement, le docteur Mohamed Hamza Hajar. Cette rencontre a permis aux deux délégations de faire l'état du portefeuille de la BID avec le Togo. Par ailleurs, s'agissant de la décision d'annulation des financements sur 3 projets, le président de la BID a précisé que cette décision ne concerne pas que le Togo, mais tous les pays membres de la Banque islamique de développement dont le taux de consommation est ressorti faible sur les crédits accordés depuis un certain temps. Cette décision est justifiée par la nécessité de maintenir le portefeuille de la BID avec un taux de consommation élevé afin de pouvoir conserver la note AAA de l'institution. Toutefois, il a été très attentif aux arguments développés par la délégation togolaise pour justifier le retard accusé
dans la consommation des crédits et a promis de réexaminer avec la plus grande attention la demande de revenir sur cette décision. Des explications qui battent en brèche certaines allégations. En marge de cette séance de travail avec le président de la Banque islamique de développement, le ministre de l'économie et des finances Sani Yahya a signé, toujours à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec les autorités de la Banque islamique de développement, 2 accords de prêt pour le financement du projet d'appui à la microfinance en République togolaise. Par ces accords, la Banque islamique de développement BID met à la disposition de l'État togolais un total de 20 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 11 milliards de francs CFA à travers 2 produits. Le premier produit faisant l'objet du premier accord se matérialise sous forme d'un prêt accordé sur les ressources du Fonds de solidarité islamique pour le développement d'un montant de 10 millions de dollars, environ 5,5 milliards de francs CFA. Le second produit est un prêt accordé sur les ressources ordinaires de la BID d'un montant de 6,45 millions de dinars islamiques, soit 10 millions de dollars américains ou environ 5,5 milliards de francs CFA. L'objectif principal visé par le projet d'appui à la microfinance est de contribuer à l'amélioration de la finance inclusive, à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la résilience des bénéficiaires aux chocs socio-économiques et climatiques. De façon spécifique, ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des indigents et de créer des emplois par le renforcement des capacités financières, techniques et institutionnelles des partenaires et des parties prenantes en matière d'appui à la finance inclusive. Au moins 60 000 personnes seront formées et auront accès à la microfinance et à la finance islamique. De plus, environ 1000 emplois seront créés. L'Organisation africaine pour le développement des centres pour personnes handicapées a lancé en décembre 2017, en collaboration avec le ministère de la Santé, le projet Impact 3D, un projet qui est à sa phase opérationnelle et qui a démarré ce jeudi avec la formation des acteurs de 3 pays ici à Lomé. C'est une initiative qui offre l'opportunité aux 3 pays, notamment le Togo, le Niger et le Mali, d'expérimenter la technologie de fabrication d'orthèses 3D au profit des populations. Les précisions avec Ulrich Amega et Dodo Ouare. L'évolution technologique est-elle en passe de révolutionner le service orthopédique dans la sous-région ouest africaine? Le Togo, le Niger et le Mali veulent expérimenter une nouvelle technique de production des orthèses, notamment l'impression 3D au profit des patients. Une approche de haute technologie qui va permettre une prise en charge efficace et efficiente des patients et surtout permettre à ceux qui vivent dans les milieux les plus reculés d'avoir accès à ce service. Ça va permettre de réduire les distances entre les appareillages et les bénéficiaires qui nécessitent un appareillage et donc de répondre à la carence actuelle qui fait que un grand nombre de personnes handicapées sont en attente d'un appareillage orthopédique pour certains depuis très longtemps. En apportant une réponse aux problèmes, notamment manque de main-d'œuvre, manque de moyens pour, de fabrication. Les orthopédistes des 3 pays s'approprient donc les différentes phases de fabrication de l'orthèse 3D pour l'expérimenter chacun dans son pays. Bien évidemment, avec une application réelle sur des patients bien ciblés par les centres de réadaptation de l'Organisation africaine pour le développement des centres pour des personnes handicapées porteurs du projet. L'OADCPH a plusieurs responsabilités dans le cadre de ce projet. Il s'agira de fabriquer d'une part les orthèses conventionnelles et d'autre part les orthèses par impression 3D. Les imprimantes sont déjà en acheminement vers OADCPH, dont nous aurons au total 4 imprimantes 3D
qui seront installés dans le laboratoire déjà conçu pour l'occasion à l'OADCPH. Donc tous les fichiers scans qui se feront dans les 4 centres seront envoyés vers l'OADCPH qui se chargera de faire maintenant les impressions 3D. Une fois que les orthèses seront imprimées, elles seront envoyées vers les centres et il s'agira de faire les essayages. Donc les patients ils vont porter d'une part les orthèses conventionnelles et après ils vont porter l'autre également et il s'agira maintenant de faire les études. Selon l'Organisation mondiale de la santé, seulement 5 à 15% des populations ont accès à un appareil orthopédique dans la sous-région. L'introduction de la technologie d'impression 3D dans la réadaptation physique des personnes va relever ce défi et permettre à un grand nombre de patients de bénéficier de cette prise en charge. Et la méthode conventionnelle de fabrication des prothèses et orthèses étant plus longue et contraignante, une nouvelle méthode par impression 3D vient ainsi donc soulager les orthopédistes et les patients. Quels sont les avantages d'une telle technologie et quel est le défi relevé ainsi par la médecine? Vous le découvrirez dans nos prochaines éditions. Et puis ce communiqué pour poursuivre ce journal après la phase de prise en charge psychomédicale et l'indemnisation des victimes vulnérables. Des événements de 2005 du 12 au 29 décembre 2017 et du 12 février au 2 mars 2018, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun entame à partir de ce mardi 20 mars 2018 l'indemnisation des victimes non vulnérables du pôle 3, c'est-à-dire Lomé commune et ses environs pour la phase de 2005. Les victimes concernées dont les noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse sont priées de se munir d'une de ces pièces au moins en cours de validité. Un passeport, une carte nationale d'identité, une carte d'électeur, un permis de conduire. La liste des victimes concernées par cette étape est également disponible sur le site web du Ashkroun, le www.ashkroun-tg.org, dans le quotidien national Togo Presse, dans les journaux privés et également affiché au siège de l'institution 6 à la cité Oya Villa numéro 36 en face de la Cour constitutionnelle. Pour la semaine du 20 au 23 mars, veuillez trouver et vous trouverez donc la liste des personnes programmées dans le quotidien Togo Presse. Le Ashkroun prie les victimes dont les noms ne sont pas encore publiés de ne pas faire le déplacement vers ces bureaux et apprécie leur patience à attendre leur indemnisation le moment venu. Nous sommes jeudi et il est toujours fidèle au poste. Il s'agit de notre ami de tous les jeudis, Claude Amar, pour la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir Annie. Et Claude, on connaît désormais, on connaît depuis hier, on va dire, l'affiche de la finale du championnat scolaire de l'inspection jeunesse et sport de Lomé commune. Effectivement, Anita, il s'agit du lycée technique d'Adjido Gomé et du lycée d'Agualpedo qui ont défait sur le même score d'1-0, respectivement le CG Djidjolé et le lycée moderne d'Adjido Gomé. Résumé, Modeste Yakofré Kouma. Le lycée technique d'Adjido Gomé en jaune et le CG de Djidjolé en bleu se sont donnés coup pour coup. Cependant, les attaquants de part et d'autre ont manqué de réalisme. Le lycée technique plus aguerri accentue sa domination. Le CG de Djidjolé subit sans rompre, mais va céder finalement à la 89e minute. Attaque par commis inscrit le but de la victoire pour le lycée technique qualifié pour la finale. Félicitations à mon équipe
dans la mesure où ce n'est pas facile pour le lycée technique d'Adido Gomé. Par exemple, aujourd'hui, les enfants ont fait les devoirs jusqu'à 14 h. Je les ai récupérés à 14 h. Et à 15h30, ils ont donné ce qu'ils ont fait sur le terrain. Il faut quand même un gagnant. Nous nous sommes dit que c'est vrai que l'adversaire n'est pas un petit adversaire. Nous avons travaillé avec des joueurs très jeunes, moins expérimentés. Je crois que ça a joué contre nous. Mais dans tous les cas, nous félicitons l'adversaire qui a été quand même de taille. Dans l'autre demi-finale, le lycée d'Agbalé Pédo a épinglé le lycée moderne 2 d'Adido Gomé, un but à 0. Nous n'avons pas eu d'achoppement à quelque niveau que ce soit. Tout s'est déroulé comme prévu. Et Dieu merci, les demi-finales aussi nous ont sorti les équipes de grands établissements. La finale, lycée technique d'Adido Gomé, lycée d'Agbalé Pédo va se disputer mercredi prochain au stade municipal de Lomé. Et Claude Bouclon par le match au sommet de la phase retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Chelsea. Un but partout au match aller, le FC Barcelone a mis fin aux ambitions de Chelsea 3-0 grâce à un doublé de Lionel Messi qui était décidément à son top niveau hier. Allé à Stamford Bridge, l'Argentin a ouvert le score dès la 3e minute. C'est le but le plus rapide de sa carrière. Messi, buteur express et passeur pour la première réalisation d'Ousmane Dembélé avec le Barça. Chelsea aurait pu hériter d'un penalty, mais le doublé de Messi propulse le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions pour la 11e année consécutive. Oui, Claude. Anita, avant de nous séparer, rappelons que l'Est Gopor, notre représentante en Ligue des Champions, qui a quitté Lomé hier, est bien arrivée à Khartoum au Soudan, où elle s'est entraînée ce soir, avant d'affronter samedi le club soudanais Al-Hilal en match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions. Au match aller à Lomé, l'Est Gopor a pris une série d'options pour la qualification 2-0. Bon vent donc à nos ambassadeurs. Samedi, Alfred Kolani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot. Merci Claude et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour d'autres actualités sportives. Le ministère en charge de la culture, en collaboration avec la Fondation Assal, a organisé du côté de Secodé le Festival national des danses traditionnelles FESNAD édition 2018 pour le compte de la région centrale. Et 5 groupes représentant les 5 préfectures de la région centrale ont pris part à cette compétition. Le compte rendu avec la marque Bojuna. Après les régions des Savanes et de la Kara, la cellule de coordination du Festival national des danses traditionnelles FESNAD est à Secodé pour le compte de la région centrale. La culture, un élément de rassemblement, a drainé une immense foule qui a fait le déplacement du stade de Secodé pour vivre l'événement. 3e édition cette année, cette phase de la région centrale a regroupé le groupe Simpa de Kouma pour la préfecture de Tchaoudjo. Et Lali Brodan de Blita. Dans la Dalibi de Tchamba. Badja de Sautebois. Et le groupe Beléo et Soavana de la préfecture de Meaux.
Ces groupes ont passé à tour de rôle devant un jury de 3 membres qui a proclamé le groupe de Blita et Tchamba les meilleurs. Le Festival national des danses traditionnelles donne l'occasion à toutes les communautés de notre pays de montrer ce qu'elles savent faire, de montrer leurs expressions culturelles, notamment à travers leurs danses. Parce que les danses sont de véritables vecteurs de la culture. Nous avons apprécié le travail que le jury a fait. Les 2 groupes retenus, Elali Brodan de Blita et Bala d'Alibi 2 de Tchamba, iront à Lomé pour la phase finale qui aura lieu le 25 avril prochain. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompion Matiendou, en présidant cette phase de la région centrale du FESNAD, a demandé que ce concours de danse traditionnelle soit pérennisé pour que les générations futures puissent en bénéficier. La femme vue par l'homme, c'est le thème de l'émission Jeudi Femme de ce soir, à suivre à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise avec Lise Djamier et ses invités. Et Prudence Zissou vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. D'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Merci de votre fidélité. Excellente soirée.